Bien le bonjour, ici Philippe Sauce 5 mars pour Québec Nouvelle. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jérôme Blanchet-Gravel, journaliste, essayiste. Il a écrit plusieurs livres, un livre sur l'islamo-gauchisme, Triangle amoureux, Le retour du bon sauvage sur l'idéalisme de gauche, la face cachée du multiculturalisme, le fractionnement des sociétés occidentales par le multiculturalisme. Plus récemment, il a dirigé un collectif sur les impacts de la pandémie sur la société québécoise. Il a participé aussi à un documentaire post-mortem sur, encore une fois, les impacts de la pandémie sur la société québécoise. Donc, il a un postulat selon lequel, dans le fond, la société québécoise serait dévitalisée. Donc, un postulat qui est tout de même assez choquant pour une population québécoise qui est assez frileuse à la critique. Et il est, en ce moment aussi, éditeur en chef de Libre Média, je pense, depuis à peu près un an. Donc, quand même quelqu'un d'aguerri, quand même quelqu'un d'assez connu, aussi parfois controversé. On va pouvoir voir avec lui exactement qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit perte de vitalité. Jérôme Blanchet-Gravel, bienvenue sur les ondes de Québec Nouvelle. Ça va bien? Merci de l'invitation, c'est un plaisir. Parfait. Écoute, on va aller plonger directement là-dedans parce que comme je dis, j'en entends souvent, justement, qui parlent de toi parfois et qui se disent, mon Dieu, il est donc bien rough avec les Québécois et qui se demandent pourquoi il est rough de même avec les Québécois. Et bon, moi, écoute, on mentira pas aux auditeurs, hein, on se connaît quand même bien depuis de nombreuses années. Donc, je le sais qu'au bout du compte, ce n'est pas nécessairement par dégoût du Québec ou quoi du style. C'est un peu comme on dit, hein, l'expression qui aime bien châtie bien. Je présume que c'est un peu ta perspective, mais peut-être aller plus en détail dans qu'est-ce que tu veux dire par une perte de vitalité des Québécois. Je présume qu'il y a un aspect sociologique à ça. Il y a de quoi de plus profond que simplement de dire que les Québécois sont simplement des têtes folles qui ne vont pas en profondeur. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par perte de vitalité là, des Québécois? Ouais, tout d'abord, j'aimerais préciser que ma critique du Québec n'est pas gratuite. Elle est née quand même d'une longue réflexion que j'ai présentée notamment dans mon livre Un Québécois Mexico. C'est le seul que tu n'as pas cité, mais le documentaire Post-Mortem réalisé Ah, par c'est Patrick vrai, Denis. j'avais manqué, ouais, celle-là. Qui Et est sous une forme de roman, c'est ça, hein? C'est une forme de roman, mais c'est comme entre critique en même temps. l'essai et la Mhm, littérature. Le roman, non, parce que bon, c'est quand même c'est autobiographique, si on peut dire. mhm. Mais dans Un Québécois Mexico, effectivement, je présente ma réflexion. Donc, c'est né d'abord de mon départ du Québec. Donc, pour ceux qui le savent pas, ça fait plus de 3 ou 4 ans que je suis à Mexico, la grande majorité du temps. Mhm. Donc, c'est né. Dans le fond, je n'avais jamais pensé à critiquer le Québec, hein, premièrement. Donc, ça s'est imposé à moi. Donc, premièrement, bon, pour des raisons que j'explique aussi dans le livre, là, personnelles, etc., je suis appelé à m'établir au Mexique parce que, bon, à Mexico, la grande ville de Mexico, parce que, bon, d'abord, je rencontre ma femme en 2018. Bon, bien, c'est-à-dire, elle est celle qui va devenir ma femme. Mhm. Donc, c'est un espèce de processus, j'appelle ça une extrospection, c'est-à-dire, il a fallu que je sorte du Québec pour comprendre vraiment c'était quoi le Québec. Et, Mhm. Oui, c'est sûr que après, prendre du recul parfois aide à voir, ouais, effectivement, une société, aide à avoir une analyse différente, disons, que quand on est dans la société en tant que telle, je il comprends faut, bien. il faut se voir un peu de l'extérieur. Mhm. Mhm. Pour se voir tout court. Et après est arrivée la pandémie. Ça aussi, je n'avais pas prévu ça. Donc, moi, je suis Mhm. plutôt issu de la mouvance nationaliste. Donc, j'étais toujours été un défenseur du Québec. Je suis encore aussi à ma façon, mais de manière peut-être un peu plus rugueuse, si je peux dire. Mais bref, pour que les gens comprennent bien, c'est ça. C'est pas décidé un jour. J'ai jamais pris la décision que bon, je taperais sur le Québec pour me faire une carrière ou quoi que ce soit, là. C'est absolument pas ça. C'est la réflexion sur le Québec s'est imposée à moi au fur et à mesure de mon parcours personnel. Euh, et quand je parle d'une dévitalisation du Québec, ben, c'est sûr que c'est une des premières choses qui m'a frappé. C'est-à-dire les sociétés occidentales en général sont de plus en plus aseptisées. Puis le Québec n'est pas une exception. Le problème du Québec, c'est que le Québec
probablement un des États les plus aseptisés à l'intérieur même de l'Occident, mais sans le savoir. Ça c'est un fait. Donc pas le seul dans cette situation-là, mais probablement plus avancé que d'autres, disons. C'est ça. Mhm. J'avais un texte, je disais, le Québec est à l'avant-garde de la décadence de l'Occident. D'ailleurs, oui, que je pense qu'il a été publié à Québec Nouvelle, c'est bien ça? Oui, Ou c'est en ça. tout cas, ouais, c'est ça qui avait été très populaire d'ailleurs, oui, oui. C'est un entretien, je pense. Il me semble que c'est un entrevue avec Simon Leduc. Mhm. Ouais, Bref, exactement. donc, ben, c'est ça. J'ai fait plusieurs constats sur le Québec à partir d'une société qui était très opposée, c'est-à-dire qui était en compte. Donc, par effet de contraste, j'ai été amené à développer cette critique, effectivement, très plutôt sévère, Mhm. mais de bonne guerre. Mais je suis un déçu. C'est-à-dire, en prenant conscience de ce qu'était vraiment le Québec, c'est sûr qu'est née une certaine déception aussi par rapport à. Le Québec va mal, le Québec est désenchanté, l'explosion des problèmes de santé mentale en témoigne. Et la pandémie, ben, ça a été, en fait, la réponse à la pandémie a été vraiment le paroxysme, vraiment un révélateur, un symptôme évident de ce Québec, d'abord obsédé par la sécurité. Donc, là, Mhm. l'idéal sécuritaire, la petite vie, ce Québec obsédé par le quotidien, ce Québec très, très conformiste où on ne tolérait pas, dans le fond, non plus d'autres opinions. On s'imagine que, bon, la discussion est permise, mais elle n'est pas tant que ça. J'ai découvert, moi qui étais un critique du multiculturalisme, moi qui pensais que c'était polémique de critiquer le multiculturalisme, j'ai découvert que c'était encore plus polémique de critiquer le Québec que les immigrés, finalement, ou que, enfin, le multiculturalisme, c'est pas les immigrés, Mhm. c'est un modèle de société, mais on s'imagine que, bon, c'est très polémique, on critique l'islamisme. Non, non, mais le Québec, c'était peut-être le tabou ultime, en fait, qui Est-ce restait. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi de naturel en même temps, le fait que le Québec soit bon à l'intérieur de la fédération, son statut comme de nation, qui est en quelque sorte toujours un peu sur la défensive, hein, qui a aspiré à son indépendance, qui ne l'a pas eu. Est-ce que c'est pas Ah, une des raisons qui pourrait expliquer justement que le Québec soit plus frileux à se faire critiquer? Je veux dire, au bout du compte, se faire critiquer alors que tu n'as pas réussi même pas à avoir ton indépendance, d'avoir une vraie, disons, vie nationale. Est-ce que ça ne pourrait pas justement être une des raisons? Est-ce que c'est pas justifié en quelque sorte le fait que le Québec, au bout du compte, subit plus que s'émancipe? Tu sais? oui, c'est vrai que la fragilité de la culture québécoise par rapport à l'ensemble anglo-américain, ça fait en sorte que la critique du Québec est plus difficile à digérer parce qu'effectivement, on se voit comme une nation fragile Mhm. qui a besoin d'être solidaire, qui a besoin d'avoir une cohésion interne très forte. Mais en même temps, qui est arrivé durant la pandémie, c'est que les nationalistes ont, selon moi, beaucoup contribué à l'affaiblissement de la nation. C'est-à-dire on avait un nationalisme qui ne tolérait pas nécessairement la critique du Québec, qui est associé systématiquement au Québec bashing, mais un nationalisme qui allait contre la nation, c'est-à-dire une nation qui n'avait finalement plus vraiment de cohésion. Paradoxalement, au nom de la solidarité, on a détruit les liens sociaux en grande partie, les liens familiaux. Donc, c'est un Québec qui ne sait plus vraiment qui il est, en fait. C'est ça l'affaire. Et d'une certaine façon, je suis peut-être plus nationaliste que les nationalistes qui, euh, qui se sont imaginés, qui supportaient le gouvernement, qui soutenaient le gouvernement, qui était lui nationaliste, mais qui a contribué finalement à faire du Québec, des Québécois l'une des nations les plus fragiles, les plus peureuses, les plus chétives au monde. Et on le voit encore aujourd'hui, l'emprise du quotidien, l'obsession de la météo, la peur de tout et de rien, la ville de Gatineau qui va jusqu'à légiférer sur des parfums. Mais le Québec Mhm. frôle le ridicule, mais ne le sait pas, le sait pas. Les faits divers au Québec, c'est incroyable. Les gens pensent que c'est moi qui tripe sur les faits divers. C'est pas moi qui tripe sur les faits Mais en divers. même Moi, temps, je est-ce que c'est pas normal qu'il y ait des faits divers? Je veux dire, tu sais, admettons, je t'ai vu critiquer les tempêtes, mais effectivement, des tempêtes, il faut bien les annoncer. Est-ce que c'est pas normal qu'il y ait des faits divers au bout du compte? Et bon, la société québécoise est une petite société, hein, il y a 8 millions de personnes. C'est sûr qu'à ouais, mais un c'est pas moment si donné, les ça. journalistes, peut-être qu'ils cherchent un peu à trouver des nouvelles. Tu sais, aux États-Unis, il en manque jamais. C'est sûr qu'au Québec, peut-être c'est plus difficile d'aller chercher des nouvelles. Donc, est-ce que c'est pas normal, là, au bout du compte, qu'on parle un peu plus des faits divers? Non, pas à ce point-là. Ça frôle le ridicule, vraiment. Mais les Québécois ne le savent pas. Mais écoute, on est dans une insignifiance incroyable. Ça bat tous les records d'insignifiance, les médias, les grands médias au Québec. C'est pas normal.
je veux bien, là, mais écoute, il y a des titres des titres de journaux qui font la une, qui ne feraient même pas la une de journaux de village au Mexique, tellement c'est insignifiant. Il faut quand même le dire, c'est d'une insignifiance absolument incroyable. C'est pas digne non plus d'un journal régional, c'est-à-dire, si un camion de poubelle qui coule, c'est pas une nouvelle, c'est tout, là, c'est pas une nouvelle. Et il y a dans cette obsession du quotidien, cette semaine, ça a été une chauve-souris je pense, dans les dortoirs de l'Université Laval. Oui, j'ai vu ça. Et donc, Ouais. les gens pensent que c'est moi enfin, les gens qui ne comprennent pas. Les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est moi qui fait une fixation sur les faits divers. Non, c'est le Québec qui fait une fixation sur les faits divers. C'est moi qui le relève en me foutant de la gueule de cette situation-là. Mais non, mais en même temps, je suis en décalage. C'est sûr que, bon, comme je vous dis, j'ai passé les 3-4 dernières années à Mexico. Mais en même temps, je suis les nouvelles françaises, je suis les nouvelles de quand même plusieurs pays. Puis, donc, le Québec s'est refermé encore plus sur lui-même et je ne sais pas ce qui s'est passé pour en venir à avoir des médias aussi médiocres. Et c'est fascinant d'une certaine façon. Sociologiquement, c'est fascinant, ça me fascine. Parce qu'en même temps, justement, bon, Mexique, qui est une société, on le sait, effectivement, que ça brasse pas mal plus, hein, qui est pratiquement, on le dit souvent, pratiquement sur le bord de la guerre civile avec les cartels et tout. Une société qui est particulièrement violente, mais qu'en même temps, là, beaucoup de Québécois y vont. Je veux dire, c'est un pays qui est touristique et c'est pas ça qui empêche justement la cohabitation, en quelque sorte, du danger et bon, du tourisme et du plaisir. Donc, je pense que c'est un des points que tu reviens souvent là-dessus. Justement, est-ce que c'est pas le fait que la société québécoise est rendue tellement confortable, et même je rajouterais aussi, est une population vieillissante? Bon, en fait, ça, c'est moi qui développe un peu là-dessus, mais j'ai l'impression que ça fait partie un peu de ça. Puis même, j'irais du côté des médias, j'ai l'impression que, on le sait, depuis Internet, les réseaux sociaux, tout le modèle médiatique a changé. Et c'est comme si, bon, à la recherche du clic, hein, et les phénomènes viraux, bon, tu parlais de la chauve-souris, exactement. Qui ça, je présume que ça a commencé avec un TikTok de quelqu'un et que là, c'est un journaliste qui récupère ça. Donc, bon, il y a plusieurs sujets là-dedans, là, l'espèce de la chute du modèle médiatique traditionnel, le fait que le Québec est peut-être justement, ben, je rejoins Oui, un il y a petit peu. plusieurs éléments, effectivement. Je ne nie pas. Puis le vieillissement démographique est un facteur central. C'est un gros problème. Au Québec, d'ailleurs, il faut s'attaquer un peu à la natalité. Tu sais, bon, on ne veut pas trop d'immigration pour des raisons de linguistique et culturelle, mais si on ne veut pas d'immigrer, il va falloir quand même faire des enfants. Tu sais, c'est un ou l'autre. Exact. Je le dis souvent, oui, d'ailleurs. Oui. C'est un grand paradoxe des nationalistes. Au Québec, on a une espèce de nationalisme de puceaux et de vieux garçons qui, qui nous dit qu'on veut bloquer tous les immigrés, mais en même temps, l'immigration régulière, je suis contre aussi, mais il faut se décider. Ça devient une pénurie de main-d'œuvre. Puis à un moment donné, quand même, on sait que le système de santé, on ne pourra plus supporter un tel poids, là, parce qu'il va y avoir de plus en plus de population inactive. Puis je pense qu'on frôle déjà le 1 pour 1. Là, c'est incroyable. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, 50% de la population inactive au Québec, là, c'est vraiment un record. En fait, tout ce qu'on anticipait depuis des années, c'est déjà là. Comme moi, je retourne au Québec, la surpopulation, la surreprésentation des vieux, quoi, dans les rues, c'est vraiment frappant. Là. Donc, on est déjà atteint pendant des niveaux qui ne sont pas soutenables sur le plan économique. Donc, il va falloir se décider. Ça, c'est un autre truc. Mais pour les médias, oui, il y a la transition numérique, évidemment. Les médias ont de la difficulté parce que depuis la fin du papier, puis tout ça, bon, on sait. Donc, est-ce qu'ils veulent se rattraper sur des faits divers? Mais moi, je persiste à croire, puis je sais que les gens ne sont pas dans mon univers, là, mais je persiste à croire qu'on a vraiment un cas sociologique particulier dans le cas du Québec, là, sur le plan médiatique. Je veux dire, le Québec est vraiment le seul endroit dans le monde où un journal d'une capitale nationale, la ville de Québec, peut avoir un journal, Le Soleil, qui fait une sur l'ouverture des piscines un samedi au mois de juin. C'est sûr que ça existe juste au Québec, un truc comme ça. Québec est quand même la capitale. C'est une capitale, Québec. On dit c'est un village. Non, mais Québec, c'est la capitale du Québec. Donc, si Québec, c'est juste un village où on parle de piscine, imaginez l'état de la nation en général. Québec, la ville de Québec, c'est quand même la capitale.
Donc, non, il y a quelque chose qui se passe là de très particulier. J'ai remarqué d'ailleurs quelque chose là-dessus, si je peux rajouter, par rapport au fait, le statut de capitale là, de Québec. Et justement, moi, je le martèle souvent, c'est plutôt particulier parce qu'on sait que la ville de Québec est plus du côté des conservateurs, plus de la droite, disons. Même, il y a des châteaux forts libéraux là-dedans. Et au bout du compte, la majorité des nationalistes en tant que tels sont plus à Montréal. Et j'ai l'impression que bien souvent, ils ont tendance à négliger littéralement la ville de Québec. Je parlais à un nationaliste et il me disait que les enjeux sur le troisième lien et le tramway, c'était pas très important. Je lui disais, c'est quand même bien la capitale nationale. Si tu es nationaliste, tu veux pas que ta capitale nationale se développe. Donc, c'est vrai qu'il y a comme des fois, une espèce de distanciation. Les nationalistes sont un peu en décalage par rapport à ce qu'est la nation québécoise en tant que telle. J'ai l'impression même que souvent, les nationalistes québécois parlent d'un Québec qui n'existe plus vraiment. Donc, moi, là, je parle pour moi, là, mais je dois reconnaître que parfois, je suis carrément tanné Ouais, de je faire comprends. semblant que j'aime la culture québécoise. OK, là, je vais m'expliquer, mais je suis tanné de faire semblant que les plateaux télé de Montréal m'intéressent. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas ça. Même les films québécois, je dois admettre, ne m'intéressent pas tant que ça en ce moment. Donc, est-ce que c'est pas justement un des signes de cette dévitalisation? Pas nécessairement un des signes de cette dévitalisation, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une espèce de déni là-dedans que de justement vouloir à tout prix valoriser un Québec qu'on ne consomme plus en tant que tel, genre, au bout du compte. Je sais pas si Oui, ça. oui, mais c'est ça. Puis c'est un des problèmes aussi du nationalisme, c'est-à-dire, on pense qu'on va tout régler avec des lois. C'est-à-dire, les Mhm, nationalistes ont une vision essentiellement bureaucratique et technocratique de la mhm, société. Donc, ils pensent qu'en passant la loi 101 au cégep, on va régler quelque chose, là. mhm. Peut-être, bon, qu'ils pensent que l'impact va être pas si grand que ça, mais ils pensent encore que c'est avec des lois puis des mesures. Tu sais, aplatir la C'est-à-dire, on peut dire que courbe. c'est essentiel. On peut dire que c'est essentiel, mais effectivement, c'est peut-être pas la seule solution. Là. Mais en ce moment, il y a eu une époque pour ça. Il y a eu une époque où le Québec avait besoin de leviers gouvernementaux, étatiques, pour se réapproprier le territoire face à l'anglicisation. Mhm, Mais là, on n'est plus à cette époque-là. Puis, c'est pas avec des gens qui ont peur de fêter Noël, mais qui passent des lois 101 au cégep que le Québec va se réveiller. Mais ça prend des gens qui ont le goût de se réunir, qui ont le goût de mhm, copuler, des gens qui ont le goût de. Le Québec est devenu complètement aseptisé. Les rapports hommes-femmes aussi, c'est une autre chose. Je ne me mouillerai pas trop aujourd'hui là-dessus parce que bon, c'est rendu tellement polémique, etc. mhm. Mais une nation finalement qui est complètement castrée. Le Québec est un matriarcat écolo. Écoute, c'est pas drôle, franchement. Il y a un gros, gros malaise Non. ambiant. Puis encore là, les statistiques le montrent. La santé mentale, pourquoi au Québec ça va si mal que ça? Par rapport à d'autres endroits. C'est sûr, bon, ça se compare avec la France, là, la santé mentale, mais reste que là, les chiffres sont pires que jamais. La pandémie, le Mhm, confinement a complètement écrasé les gens. Les jeunes, depuis la pandémie, s'en sortent plus sur le plan psychologique. Un autre rapport cette semaine concernant les Québécoises, en particulier les jeunes Québécoises. Donc, 1 sur 2 serait en détresse psychologique, une Québécoise sur 2 de moins de 18 ans. mhm, Puis les Québécois, ça va, mais les Québécois vivent dans la sécurité absolue. Il ne se passe rien au Québec. Les gens ont tout pour être heureux. Ils ont le mhm, vent plein. C'est sûr que l'inflation frappe. Puis bon, il y a des gens qui vont perdre leur maison. Ça, c'est sûr. Ça peut être plus difficile pour certains. Mais il reste qu'il n'y a pas de raison fondamentale. Pourquoi il y a un aussi grand malaise? Pourquoi les gens ne sont pas heureux? Qu'est-ce qui ne marche pas? mhm. C'est fou quand même. En même temps, ce n'est pas tout le monde qui est malheureux, là. Mais il y a un fond, il y a un noyau en détresse au Québec, on le sent. En tout cas, moi, je le sens. Mhm. Puis c'est ce dont je témoigne à ma façon. Mais c'est sûr que je tire pas mal. Mais c'est de Mhm. bonne guerre. Franchement, c'est de bonne guerre. Parce que Je présume aussi que c'est une question de format. Au bout du compte, c'est sûr que tu sais, un statut Facebook va toujours paraître un petit peu plus grinçant pour les gens que justement en parler comme ça et expliciter tous les raccoins. Donc, moi, je présume aussi que certaines personnes peut-être te voient comme un espèce de personnage des réseaux sociaux plus agressif. Donc, est-ce que c'est justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu un jeu trollistique là-dedans, là? ben, c'est sûr qu'à l'écrit, je suis plus punché. Mais c'est de bonne guerre. Quand même, je pense que le Québec est tellement conformiste, tellement. Ça reste une nation de très, très, très réservée. Puis quand Mhm, je regarde, mettons, j'ai des amis intellectuels en Amérique latine, pas en France. Tu sais, les gens sont tellement plus assumés, ils ont vraiment moins peur de leurs opinions. Au Québec, vraiment, là, les mhm, gens,
on parle de leur ombre. Je vous le dis, moi, je le sens, je le vois. Et c'est un endroit aussi qui rejette systématiquement les gens qui finalement essaient de s'enfranchir de ces climats-là. Il y a une espèce de hargne envers les gens qui ne suivent pas le troupeau. Et ça, j'ai de la misère à digérer ça. Non, il faut casser ça. C'est-à-dire que le Québec doit en finir avec son espèce de conformisme maladif, là, son tribalisme. Il faut être capable de s'exprimer là, pour vrai. Puis c'est quand on va être capable d'avoir des vraies discussions, qui sont des vrais débats, là, pas juste des plateaux où on invite quelqu'un qui sert de personne pour qui est une espèce d'épouvantail ou pour dire qu'on a invité quelqu'un qui était un peu différent ce soir. J'ai un nom en tête d'ailleurs pour ça. Je Mais présume que ça commence par N, hein, un certain Nantel, je présume. Ah ben oui, il y a lui. Ben, je veux dire, ça en fait partie, mais à l'émission Le Monde à l'envers, justement, c'est un peu ça. C'est comme, dès qu'on a Nantel sur le plateau, on est ouvert à la discussion comme par défaut, vu qu'il est là. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une technique qu'ils ont l'air d'utiliser. Je te laisse continuer, excuse-moi. Mais c'est ça, mais c'est dur, hein, de mettre des mots à l'oral, surtout sur le malaise québécois. Mais il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent quand même dans ce que je dis de plus en plus, en fait. Puis, ils me remercient. Là, les gens peuvent. Évidemment, j'ai des critiques, mais beaucoup de gens qui me disent enfin, quelqu'un ose dire ce qu'on pense vraiment de cet état sociétal. Puis, c'est pas personnel non plus, dans le sens où je vise personne en particulier, jamais. Hein, c'est vraiment des états de société. Puis des fois, je le souligne à mes parents aussi. Mes parents trouvent que, bon, je vais un peu fort sur ma patrie. Mais je leur dis, c'est pas contre vous, c'est pas contre personne, c'est pas contre les voisins. Là, la société québécoise est comme ça. Les gens individuellement, c'est les gens, mais la société, c'est prisonnière d'une sorte de conformisme qui nous engloutit. Là. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour ça? Je sais pas, je pense. On parlait tantôt de démographie. C'est sûr que d'inverser la démographie, bon, dès que tu as des jeunes dans une société, c'est sûr que ça aide. Est-ce que c'est médiatique? Est-ce que c'est. Est-ce que tu vois de l'espoir ou est-ce que tout est noir, là? Je sais pas, puis c'est difficile d'imaginer des solutions qui ne sont pas étatiques. C'est-à-dire, quand on est en politique, souvent on utilise les leviers de l'État pour essayer de faire changer les choses. Donc, puis on me reproche ça aussi des fois de parler des solutions. Oui, là, mais d'abord, je pense qu'il faut. D'abord, il faudrait essayer d'avoir vraiment une réflexion qui est sérieuse. D'abord, sur la pandémie, on n'a pas eu de réflexion sur la crise sanitaire. Le Québec a battu tous les sommets là, je veux dire, d'autoritarisme. Même en Russie, je ne suis pas sûr que c'était aussi pire, ni en Turquie. Je ne pense pas que la police cognait chez les gens. Là. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est grave ce qui s'est passé au Québec. Personne n'a voulu vraiment le reconnaître encore. Il y a Libre Média, bon, Québec Nouvelle, c'est des médias alternatifs qui ont essayé d'entamer une réflexion, mais ça, on n'a pas eu de réflexion vraiment. Ça, il faudrait commencer par là. Puis au-delà des émissions de débat semi-talk show qui ne s'attendent pas vraiment, qui ne vont pas en profondeur. Mais sinon, je pense qu'il faut réduire la taille de l'État. Il faut briser le modèle qui consiste à offrir de la sécurité toujours plus aux citoyens en contrepartie c'est ça, en contrepartie de leur obéissance. Mais l'État québécois est trop présent, c'est-à-dire qu'il faut que les Québécois là, on est capable d'évoluer sans l'aide de l'État qui est devenu une garderie. Donc, sans faire dans le libertarianisme, comme ils disent, qui est souvent juste le libéralisme. Je pense que l'État québécois est trop gros. Là. Il faut que les gens se retournent vers eux-mêmes et arrêtent de s'en remettre toujours à la sécurité du gouvernement et de l'État. Commencent à penser par eux-mêmes, pas besoin d'un gouvernement pour leur dire quoi faire à chaque 2 minutes. Là. Ça me fait penser d'ailleurs à, je pense que c'est Tocqueville qui disait dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, qui disait, en parlant des risques de la démocratie, qui parlait du risque de surlégislation, qui disait au bout du compte, on crée des gouvernements, on crée des parlements, pardon, qui forment des gouvernements, qui deviennent comme des machines à légiférer. Et donc, évidemment, à partir d'un certain stade, eh bien, il y a toujours cette pulsion-là à vouloir légiférer davantage. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, bon, on peut mettre une loi pour ça, on peut mettre une loi pour ci. Donc, en même temps, c'est un petit peu difficile de sortir de ce cercle vicieux-là parce que
tu vois le problème et tu veux le régler, mais en le réglant, c'est comme si tu crées le problème justement de la surlégislation. Donc j'ai l'impression que. Puis c'est pas juste le Québec qui est là-dedans. Là. J'ai l'impression que le monde entier aussi est pris dans ces dynamiques-là où je veux dire, la technologie et l'État est rendu tellement prépondérant que c'est difficile de penser la société sans certaines barrières. Et bon, on en revient aussi à tous les gens qui peuvent éventuellement faire des poursuites, les assurances qui font en sorte que tout doit être maintenant averti, il doit y avoir des avertissements partout. Et tu sais, c'est le genre de truc qu'on entend depuis quand même longtemps, là, que les gens font des blagues, ils disent à un moment donné, il va falloir mettre comme des bulles sur les murs pour pas que le monde se cogne. Ou, c'est un classique qu'on dit depuis quand même longtemps. Mais comme je dis, après, c'est difficile de dire, admettons, il y a un problème. Ah non, on fait rien, ce coup-ci, on ne légifère pas. Donc, c'est ça, c'est une tension à prendre en compte. Maintenant, comme je dis, c'est pas juste le Québec, bon, on a abordé un tout petit peu l'idée là-dessus, mais on a vu aussi avec la pandémie tout ce qui s'est passé avec bon, le forum économique mondial, le Great Reset. Je pense que tu as traité quand même beaucoup de la chose. Oui. Et là, dans ce cas-là, bon, on le voit que justement, c'est mondial. C'est la mondialisation dans son sens le plus strict. Donc peut-être quitter un peu le Québec et peut-être parler de manière générale, justement, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas une québécisation du monde au bout du compte qu'on essaie d'imposer au reste du monde? Ah, c'est bon. Ben oui, c'est sûr que la sécurité est un idéal. Ça peut surprendre. Les gens vont dire par quoi est dominé le monde? On pourrait dire le sanitarisme, on pourrait dire le décolonialisme, l'écologisme, mais on pourrait dire la sécurité. Hein. Puis le Forum économique mondial parle beaucoup de la sécurité. Sécurité écologique, sécurité sanitaire, sécurité économique, la sécurité. Hein. Puis c'est vraiment souvent au nom de la sécurité qu'on essaie d'imposer effectivement plus de contrôles sociaux. Donc, effectivement, ça part d'en haut. Puis le Québec a été victime. C'est-à-dire le Québec, dans sa dimension de coloniser, de nation faible, et c'est pour ça qu'il a reçu encore plus. C'est facile de rentrer au Québec, d'imposer des idées, parce qu'il n'y a, pas de résistance. Le Québec n'est pas fort. Dire, cette aspiration aussi à faire partie des nations du monde, donc justement à copier les régimes, les normes sanitaires françaises. Hein, on a vu que Legault était tout le temps en train de copier. Donc, il n'y a pas justement cette espèce de volonté de faire partie du concert des nations en se soumettant de cette manière-là au Forum économique mondial. Hein. Mais il n'y a pas de société civile au Québec. Il n'y a pas entre l'État et les citoyens, à peu près rien. Dans les pays normaux, entre guillemets, vous avez des associations, des communautés, des associations religieuses, vous avez des églises, vous avez entre le citoyen et l'État, il y a des intermédiaires. Là, au Québec, il n'y a rien. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de religion, il n'y a plus vraiment d'organismes communautaires. Il n'y a pas de société civile. Donc, c'est pour ça que le Québec a reçu. Puis ça, c'est vraiment une recette parfaite pour le totalitarisme. Donc, entre le Québécois et son État, il n'y a pas grand-chose entre les deux. Là. Il y avait peut-être la famille, mais la famille, on a vu que ça ne valait plus grand-chose au Québec. De 3 ans à taper sur les fêtes, puis tout ce qui restait de tradition familiale, et finalement ne comptait pas. Puis c'était ta gueule, mon oncle, la fameuse publicité du gouvernement. Non, l'État du Québec. Je pense que je l'ai. Oui, non, c'est ça, mais puis ouais, effectivement, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais on en revient à la Révolution tranquille au bout du compte, du fait que en sécularisant la société québécoise, on a abattu tellement d'institutions qui étaient, dans le fond, le ciment de la communauté québécoise. T'sais. Et c'est vrai qu'on s'est ramassé avec une espèce de relation directe entre le citoyen et l'État et un étatisme très fort. Hein, et on voit la libération québécoise essentiellement dans cette expression étatique du Québécois. Donc, oui, effectivement, c'est intéressant à ce niveau-là. Là. Mais j'y reviens pareil. J'ai fait quand même quelques pays durant la pandémie. Puis quand j'étais arrivé en France, moi j'étais au Mexique à Mexico depuis, je sais pas, 1 an. Je suis retourné durant la pandémie parce on est revenu au Québec à peu près 8 mois. On a assisté au premier couvre-feu. J'étais scandalisé, etc. T'as pas aimé ça, c'est ça, t'es reparti. D'ailleurs, c'est un autre truc, je ne sais pas si tu veux en parler, mais que tu as été controversé par rapport à ça, là, que les gens te reprochent souvent d'avoir demandé au gouvernement de revenir au Québec et finalement, tu es reparti. Ouais, j'en comprends. Début. Ouais, mais les gens, ça, c'est des espèces d'incultes dans leur sous-sol qui n'ont aucune idée c'était quoi être à Mexico au début de la pandémie, là, quand la police puis l'armée mexicaine s'est mis à monter la garde devant les épiceries.
parce Mhm. qu'on craignait des pillages. Moi, ce que je craignais au début, c'était pas le virus, c'était l'effondrement de l'économie mexicaine. Ça n'aurait pas été Mhm. drôle. Moi, j'étais le seul blanc dans mon quartier à ce moment-là. Mhm. Donc, tous les colombes, les imbéciles anonymes sur les réseaux sociaux qui me reprochent d'avoir demandé au gouvernement. D'abord, tout ce que j'ai demandé au gouvernement fédéral, c'est seulement un visa, d'accorder un visa à ma femme. Je n'ai pas Mhm. été rapatrié. Ça, Ils ont toi, pas il n'y avait pas de problème à ce que tu reviennes. Au bout du compte, c'était pour ta femme. Là. C'est Oui, pas pour oui, c'est toi. Là. ça. Moi, je peux Mhm. revenir. Puis ça, puis en tout cas, je peux me confier, là, mais je veux dire, Ah, ça, c'est toi qui vois. j'ai pas vraiment, tu sais, je suis pas de malaise, j'ai pas de honte. C'est-à-dire que au début d'une pandémie mondiale, Mhm. on annonce qu'il n'y aura plus de vols internationaux pendant X mois. Donc, moi, soit que je reste là, puis je prends le risque que l'économie mexicaine s'effondre, parce que c'est un confinement au Mexique. Si les gens ne travaillent plus, ça peut être assez violent rapidement. Mhm. En tout cas, bref, mais je raconte ça dans mon livre Un Québécois Mexico. Mais ça, c'est vraiment au début de la pandémie. Là, Ben, c'est ça, c'est quand même à mentionner, ça, d'ailleurs. Parce que, je veux dire, moi je me rappelle, là, au début de la pandémie, j'étais un des premiers à dire, là, il faut des mesures plus strictes. Je voyais la Chine qui lavait leur rue là, avec les hazmat suits. Hein, et on voyait des gens tomber dans la rue en Chine. Je veux dire, au début, c'était quand même la panique. Et j'ai pas vu beaucoup de gens qui étaient contre l'idée des mesures sanitaires à ce moment-là. On était tous Non, d'accord. on ne C'était la savait première fois qu'on pas. vivait une pandémie. Donc, on était tous d'accord. Ça prend des mesures. Et même, je me rappelle qu'à un certain moment de la pandémie, on critiquait le gouvernement d'avoir pris des mesures sévères trop tard. Alors, Uh-huh. alors, ça, c'est quand même à prendre en considération. Donc, il y en a beaucoup qui se pètent les bretelles aujourd'hui, qui disent ah, ben, moi, j'ai été critique du gouvernement. Oui, la majorité, on a été critique du gouvernement à partir quand même de quelques mois, quelques années là, de Ben, ça. moi, à partir de septembre, moi, j'ai pas critiqué vraiment. J'ai attendu de voir Mhm. quel genre de virus on avait. Puis, mais par contre, au début, quand j'ai fait cet appel-là pour qu'on donne le visa à ma femme, c'était vraiment, moi, je craignais vraiment personnellement c'était l'effondrement de l'économie mexicaine. Parce que là, les gens dans le quartier vraiment ont amené s'achetaient des pitbulls, les gens renforçaient leur clôture. Au Mexique, il y a des barbelés à peu près partout. Mhm. Donc, peut-être les gens n'étaient pas à Charlebourg puis à Longueuil. Là, donc, moi, les colombes, les imbéciles qui disent que, bon, je me suis contredit à ce moment-là. Là, on n'était pas à l'ancienne Lorette, les amis. Là. D'autant plus Vraiment. que, si je me souviens bien, c'était parce que Trudeau avait promis le rapatriement des familles et donc tu Ouais, étais c'est ça. marié et là, l'immigration causait des problèmes sur le rapatriement de ta femme, ce qui faisait pas de sens par rapport aux promesses de Trudeau, en tout cas. En tout cas, C'est ça. Donc, j'ai dit, ben, c'est ça. si Trudeau avait dit, effectivement, tous les proches, les membres des familles des Canadiens peuvent revenir au Canada parce que c'est l'ambassadeur, c'est les ambassadeurs canadiens partout dans le monde qui exigeaient des citoyens canadiens de revenir au Canada en Mhm. passant. Là. Donc, moi, donc, Mhm. ça faisait 3-4 fois que l'ambassadeur canadien au Mexique disait revenez au Canada parce que le Mexique va s'effondrer. Puis il n'y aura plus de vols internationaux pendant des mois, peut-être des années. Donc, je me suis dit, ouais, peut-être que ce serait mieux de retourner au Canada pendant une couple de mois, sérieux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mhm. Puis c'est ça, puis je ne le regrette pas. Puis ça m'a permis de vivre l'expérience du confinement au Québec, puis d'écrire là-dessus, puis ça a nourri ma réflexion. Puis après ça, ben, j'ai développé, c'est ça, un regard plus critique. Mais, euh, mais c'est ça, je ne sais pas d'où on est parti pour dire tout ça. De, Mais, c'était simplement, bon, bon, on est abouti mais, là-dessus, euh, mais tant mais mieux, pour en les gens revenir. qui se demandaient, donc ça répond peut-être à leurs questions. Mais, Mhm. euh, mais c'est ça. Mais au début, on était dans une autre époque. Le début de la pandémie, rappelons-nous, c'était une autre perspective. On ne peut pas juger Non, comme ça. je me rappelle très bien aussi. J'étais dans ceux qui. Je pense que j'avais même écrit à un moment donné un commentaire. C'est quoi déjà? Parce qu'ils critiquaient la droite. Oui, je pense que c'est des gens de QS ou quelque chose qui critiquaient la droite de vanter le gouvernement ou d'être en faveur, en tout cas, des mesures du gouvernement ou de se ranger derrière le gouvernement. Ils disaient, bon, ben, hein, quand il y a des problèmes, on sait bien, la droite, là, sont rendus pour le gouvernement. J'étais comme, ouais, c'est une pandémie mondiale, c'est la première fois qu'on vit ça. Tout le monde était d'accord au début, là, à part certains qui étaient peut-être les plus précoces, qui voyaient vraiment des intentions malveillantes là-dedans, mais la majorité du monde était d'accord. Puis d'ailleurs, ça me pousse à peut-être te demander, euh,
Ah oui, c'est sûr. Jusqu'à quel point tu crois que toute cette dévitalisation-là, toutes ces dynamiques-là dont on parle, hein, de la pandémie qui a comme un petit peu brisé les liens sociaux, qui a vraiment dévitalisé un peu, à partir de quand est-ce que ça commence à être de quoi de délibéré et de légitime? Quand tu regardes justement, je sais que tu as lu le Great Reset, à quel point est-ce que c'est complètement délibéré? Est-ce que c'est une récupération d'une crise politique? Puis là, on essaie de passer des agendas. C'est quoi exactement là, le lien entre les deux? Ou ça, c'est tout simplement juste parce que la population est épuisée? C'est quoi exactement là? À quel point c'est délibéré, tout ce qui se passe en ce moment? Là? Ben là, c'est sûr, on s'en est pas dans les mesures sanitaires, mais Non, mais je parle des conséquences. Tu sais, quand on regarde le Forum économique mondial, hein, on a l'impression qu'ils oui, sont encore sur cette lancée, là, en quelque sorte. ben, je pense que les révélations entourant l'influence de McKinsey au Québec, mais dans plusieurs pays, montrent que ça a été nettement exagéré, puis que ça a répondu quand même vraiment à un agenda progressiste, entre guillemets, qui a surtout favorisé la révolution numérique. Tu sais, on a vécu quand même, c'est ça, une sorte de révolution industrielle. Et les firmes qui travaillent en partie pour d'autres intérêts comme ceux de Big Tech, etc. Tu sais, la réponse à la pandémie a été quelque chose qui s'est harmonisé avec les intérêts économiques de la révolution numérique. Tu sais, ça, c'est sûr, sûr. Mhm, Donc, plus les gens sont restés enfermés chez eux, plus je veux dire, c'est le virtuel qui a gagné. Euh, mhm, mais vous savez, toutes les révolutions, tous les grands événements politiques sont toujours de façon euh, favorisés par des intérêts économiques, même la Révolution française. Donc, tu sais, il ne faudra mhm, pas penser que la réponse à la pandémie, il n'y a pas de lien avec les intérêts économiques. La même chose, les États-Unis en Ukraine, quels sont les intérêts des États-Unis en Ukraine? mhm, Pour les Russes aussi, il y a un intérêt économique certain. Donc, je pense qu'il y avait un virus qui était assez fort à une certaine période, moins fort à d'autres, mais qu'on a exagéré de manière délibérée, effectivement, la gravité du virus pour implanter des nouvelles habitudes sociales. Je le pense clairement. Puis, mhm, c'est pas quelque chose qui m'étonne non plus après coup. C'est-à-dire que c'est logique. Les plus grandes entreprises sont en Californie. Hein, c'est les plus riches de la planète, c'est des gens dans les technologies. Là, aujourd'hui, c'est pas nécessairement le pétrole. mhm, C'est Silicon Valley, la Californie. Donc, on a amené l'agenda. Les confinements ont fait plaisir aux intérêts économiques de la révolution numérique. mhm, Puis, voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. Puis, les gens, bon, ils peuvent penser ce qu'ils veulent à cette analyse-là, mais mhm. je pense qu'elle n'est quand même pas infondée. Là. Mais c'est d'ailleurs surprenant quand tu regardes ça, parce que là, c'est sûr que c'est un autre sujet, c'est pas exactement la pandémie, mais comme tu dis, il y a eu des récupérations et au bout de compte, on ressort de la pandémie avec une espèce de nouveau type de société et ces espèces d'assauts-là, bon, du Forum économique mondial, etc. Et là, depuis quelques temps, là, on parle plus de crise énergétique. Hein. Et là, ça rejoint, bon, tous les enjeux écologistes et tout. Et moi, personnellement, je trouve ça quand même surprenant parce que euh, tu vois tous ces écologistes-là qui sont dans les rues et qui en demandent plus, toujours plus de mesures. Et là, tu as la CAQ qui est devenue pratiquement un parti vert. C'est quoi qui se passe avec la CAQ? Ça fait des mois qu'elle nous parle que d'écologie, que de sobriété énergétique. Là, tu as le Forum économique mondial qui veut qu'on mange des criquets pour régler la crise environnementale. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme si les élites mondiales qui sont tant critiquées par les écolos sont, au bout du compte, devenus aussi écolos que les écolos. Je sais que tu as écrit sur le bon sauvage, là, c'est sûr que c'est une autre perspective écologiste, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas justement. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour le mouvement écologiste quand c'est rendu que c'est les élites technocratiques comme ça qui, au bout du compte, mènent l'agenda en tant que tel? Ouais, c'est spécial. On voit qu'il y a deux écologismes. Hein, maintenant, il y a vraiment comme une espèce d'écologisme horizontal du peuple, si on peut dire, puis tu as un écologisme plus vertical, effectivement plus technocratique, plus techno, une espèce de techno-écologisme. Mhm, Donc, le Forum économique mondial qui prône vraiment une espèce d'utopie éco-digitale. Là. Donc, c'est comme la virtualisation du monde, ce serait vraiment la meilleure manière d'arriver à une société verte. Mais tu as mhm, vraiment une autre école écologiste qui dit que tout ça consomme beaucoup d'énergie, hein, finalement. mhm,
et que les Quand on parle aux technologies. batteries, ouais, les batteries pour les voitures électriques et tout, ouais. Ils appellent ça le greenwashing, je pense, hein, le fait de se donner une vertu écologiste, mais au bout du compte, que c'est pour, c'est pour l'argent. D'ailleurs, c'est le Forum économique mondial, donc je présume que c'est pour ça. Mais ouais. Mais on ne sait pas trop. Je ne pourrais pas répondre. Ça te prendra des connaissances scientifiques là, pour savoir à quel point le remplacement des anciennes technologies par les technologies vertes va vraiment sauver de l'énergie en bout de ligne ou va pas créer de nouvelles demandes d'énergie, Mhm, mais des énergies différentes. Ça, c'est dur à trancher. Là, il y a toutes sortes d'écoles. Hein. Puis il y a aussi une course au lithium, puis à tout ça. Donc, mhm, il y a aussi des États puis des compagnies qui vont en Amérique latine, en Afrique, qui vont évidemment pas respecter les droits humains. Donc, c'est sûr qu'on a des écolos qui font beaucoup de vertus là, parce qu'il peut y avoir beaucoup de gens assassinés là, pour ouvrir des mines de lithium, etc. Dans mhm. plusieurs pays, même qu'on soupçonne au Pérou, apparemment, le coup d'État pourrait être en partie lié à une demande de lithium puis d'autres, le cobalt, puis tout ce qui produit des batteries, à quel point les États-Unis auraient pu favoriser le départ de Pedro Castillo au Pérou pour. Tu sais, il y a toutes sortes de Hmm. questions comme ça. Là. Puis là, ça, c'est pas du complotisme, pas du tout. Là. Non, Donc, effectivement, il y a des réserves incroyables là, de lithium dans cette région-là. Oui, oui. J'avais pas. Je sais que c'est ça, tu traites plus. Depuis quelques temps, je pense que tu traites beaucoup l'Amérique latine. On pourra conclure ouais. là-dessus, là, on s'enligne vers la fin. Mais je pense que tu traites plus de l'Amérique latine là, en ce moment. C'est quoi qui est dans ton radar, là? J'ai suivi pas mal au Pérou, le coup d'État manqué, en fait, qui s'est Mhm. retourné. On ne sait pas d'où vient le coup d'État, mais sinon, m'intéresse, oui, l'Amérique latine en général, toujours la France aussi. Sous mon radar, puis évidemment le Québec d'une manière très attachante. Donc, Mais, ouais, excuse. mais bon, je sais d'où on est parti tantôt. Je voulais dire, quand je suis arrivé à Paris Mhm. en février de l'année dernière, début fin janvier de l'année dernière, je pensais que c'était comme au Québec. Je pensais que le bureaucratisme français ferait en sorte, la bureaucratie française ferait en sorte que on serait à peu près dans le même état de mentalité qu'au Québec. Mais non, pas du tout. C'était beaucoup plus souple en France. Hein. Donc, quand je vous dis que ce qui s'est passé au Québec, ça a été plus fort la réponse à la pandémie, et beaucoup plus. Je suis là en France, beaucoup de restaurants m'ont jamais demandé le passeport vaccinal, jamais. Là. Ça Mhm. m'étonnait. J'ai fait la Colombie, le Mexique, le Canada, la France, quand même 3-4 pays. Là, puis vraiment, le Québec était de loin le plus radical là, sur le plan sanitaire. Là. Ouais, ben, je pense que j'avais des Français d'ailleurs qui m'avaient dit. L'affaire en France, c'est qu'on a toutes les mêmes législations, c'est juste qu'on les applique pas nécessairement. Donc, il C'est y a un ça. Il art y a un de vivre à la contrepoids encore. française. Ouais, exact, c'est ça. Je pense qu'il y a un art de vivre à l'européenne où c'est beaucoup plus dur d'aller imposer ça aux gens. Tandis qu'au Québec, hein, on dirait qu'on se soumet plus facilement. Je rajouterais par contre aussi, je pense que je t'ai mentionné à quelques reprises, l'effet de l'hiver. Le fait que les Oui, oui. Québécois, c'est comme s'ils hibernent à chaque hiver, hein, qui se faisaient dire retourne chez toi, et reste bien enfermé chez toi, bien au chaud, hein, écoute Netflix. Et j'ai l'impression qu'il y a certains Québécois qui détestaient pas ça au bout du compte. Ben, là, en ce moment, on est clairement en hibernation mentale, là, en tout cas. Mais non, il va falloir faire quelque chose. Il faut faire quelque chose Hmm. parce qu'on va retourner au Québec, ma femme et moi, là, un certain temps. Bon, je l'annonce, notamment pour assurer le développement de Libremédia. Mhm, Puis notre défi, c'est vraiment d'affronter la platitude parce que c'est vraiment, mhm. vraiment plate. Sérieux. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte à quel point, mais c'est un défi, là. C'est un défi. Mais enfin, on peut faire des soupers à la maison, tout ça, là, mais c'est plate longtemps au Québec, souvent. Là. Donc, ben, on peut te suivre évidemment sur les médias, sur tes réseaux sociaux. On peut d'ailleurs suivre les grands enjeux. Hein, c'est rendu ta blague récurrente. Les grands enjeux, c'est toutes ces nouvelles un petit peu superflues québécoises. Donc, on peut te suivre à les médias. On peut te suivre sur d'autres médias, je pense. Peut-être je sais que je t'écrivais chez Causeur. Ouais, Causeur, une fois par mois, puis des fois la revue Conflit, puis à Radio X, évidemment, puis maintenant même sur Radio Pirate. Ouais. avec M. Filion, ouais. Bon, ben parfait. Ben écoute, c'était super intéressant. Fait que
au plaisir de se revoir éventuellement. Et sur ce, je pense que je vais vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée, Jérôme. À la prochaine. Merci de l'invitation.